Salut tout le monde, c'est Gwenel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie 3 de nos aventures sur le GR. Je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti! Alors, avant de vous expliquer un petit peu ce qui va nous arriver par la suite, faisons un petit point sur notre état de forme à ce moment-là. À la fin de la partie 2, on est arrivé à Vidzavona, qui est le point de moitié du GR. Ce qui veut dire qu'on a fait 90 km et qu'il nous en reste 90. Mais au niveau de la forme, on est déjà pas mal entamé. Puisque moi, depuis la bactérie que j'ai attrapée à Petrapiana, j'ai des mal de ventre, des envies de vomir terribles. J'ai passé les 2 nuits d'avant à essayer de vomir parce que j'étais pas bien, etc. Et en plus de ça, le peu de temps où j'ai dormi, je l'ai passé à faire un cauchemar, comme quoi j'allais pas réussir à monter la côte du lendemain et qu'on devait venir me chercher en hélicoptère, etc. Donc, mentalement, c'était pas très reposant. Julien, ou Cochonou, lui, quant à lui, pareil, a attrapé la même bactérie, et là, va se réveiller avec des envies de vomir, et il aura passé une très courte nuit, etc. aussi. Et Olivier, quant à lui, a pour l'instant pas mal au ventre, donc bonne nouvelle pour lui. Par contre, il est très fatigué, depuis plusieurs jours et il n'a pas mangé la veille et là vraiment voilà, il est un petit peu vraiment à bout quoi. Et donc on repart comme ça, le chemin est très correct pour une fois, sauf que là c'est vraiment à notre morale d'être à zéro. Il est à zéro déjà à cause de tout ce qui nous est arrivé avant, du trou dans la tente, de l'orage, de la bactérie, de la fatigue, etc. Mais il est aussi à zéro parce qu'on a fait que la moitié, qu'il reste l'autre moitié et qu'en plus de ça, à Vidzavona, on voit pas mal de gens arrêter parce qu'ils font le GR Banor, que nous on aurait bien envie d'arrêter aussi, mais qu'on s'est dit, parce qu'on est un peu débile, qu'on allait le faire entièrement, d'un coup, et que donc il nous reste encore 90 km à marcher pour honorer notre pari, quoi. Et donc on repart dans cet état-là. Là. Moi qui n'ai pas dormi depuis 2 nuits, là, pratiquement, à cause de l'orage, de l'envie de vomir, etc., je suis fatigué comme c'est pas permis et donc à chaque pause, chaque fois qu'on s'arrête, etc., je me mets en boule par terre avec mon sac encore sur le dos comme ça, là, à dormir dans des positions terribles parce que je n'en peux plus, quoi. Et donc on repart comme ça et là, pour la première fois, là, il y a les nerfs qui craquent un peu. Là, il y a Olivier a un peu les nerfs qui craquent à cause de la fatigue, parce que vraiment, voilà, enfin, on donne tout depuis le départ, on donne tout sur des jours entiers, quoi, du matin au soir. Et à un moment donné, t'es fatigué, t'es à bout, et donc là, ouais, là, il y a un moment donné, il y a les nerfs qui craquent un peu, quoi. Et donc, je le réconforte un peu, je lui dis, allez, ça va aller, machin, t'inquiète et tout, machin. Et on repart. Et on marche. Et à un moment donné, moi, après une mini pause où j'essaye de dormir là en 3 minutes top chrono, je me dis, bon, j'en ai marre aussi, j'en peux plus. Je dis, je vais essayer de mettre un peu de musique pour me décontracter un peu, quoi. Je mets de la musique et là, au moment où je mets de la musique, pareil, j'ai les nerfs qui craquent un peu, les larmes, etc., qui coulent un peu. Et ouais, je me pose pas mal de questions à ce moment-là parce que je dis, pourquoi tu pleures? Je dis, ça fait 1 an que tu veux être là. Je dis, mec, tu devrais être super heureux. Je dis, qu'est-ce qui va pas et tout ça. Et donc, c'est à un moment donné hyper intense, hyper profond. Tu te poses beaucoup de questions sur toi-même. Tu dis, qu'est-ce que je suis venu faire là? Qu'est-ce que je suis venu me prouver? Pourquoi j'ai besoin de me prouver ça? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Qu'est-ce que ça va m'apporter, etc. C'est un moment où tu te rends compte des gens qui sont là pour toi, qui te soutiennent, de ceux qui t'ont envoyé des messages, etc. Et à un moment où tu te rends compte aussi des gens qui sont pas là pour toi, parce qu'il y en a aussi. Y compris des gens proches parfois. Et donc, voilà, c'est un moment hyper profond, hyper intense. On marche, je suis derrière, là, je pleure un peu en silence parce que je me dis, faut pas que les autres le voient, etc. J'ai un peu honte. Et puis la musique se termine, et là arrive une deuxième musique du Eminem. Alors là, je suis les larmes, ça y est, me v'là requinqué. Je dis là, les pierres, je vais pas les monter, je vais les fracasser. Et je repars comme ça, bon. Pour une fois, on prend la décision de pas doubler les étapes pour récupérer un peu d'énergie, récupérer un peu de morale, etc. Et donc, on passe l'après-midi comme ça à faire une sieste, à parler, à se laver, à laver quelques affaires, etc. Une fois de plus, Olivier qui était
pas mal fatigué et qui, ce coup-ci, c'est à lui d'avoir mal au ventre à cause de la bactérie de Petra piana, décide de ne pas manger le soir. Enfin, il mangera que 2 parts de pizza, ce qui, le connaissant, ce qui bouffe comme un ogre, est très très peu. Et donc on passe la nuit comme ça, on se réveille le lendemain, on marche une fois de plus, on arrive au refuge de Prati, et là, une fois de plus, on prend la décision de ne pas doubler les étapes, et donc on passe l'après-midi une fois de plus à se reposer, à parler, etc. On dort, et là on met le réveil le lendemain pour une nouvelle journée. Et donc on repart du refuge de Prati, le matin tout va bien, il fait frais, c'est des crêtes magnifiques en hauteur, des paysages un peu plus verts ce coup-ci parce qu'on est dans le sud de la Corse. Et puis rapidement, il fait très chaud. Et il fait tellement chaud qu'on apprendra après coup que cette journée-là a été prise la décision de fermer le début du parcours du GR parce qu'il y avait des risques d'incendie. Donc quand je vous dis qu'il fait chaud, c'est que vraiment il fait chaud quoi. Et on a beau boire même beaucoup, puisqu'on boira plus de 3 litres sur la matinée, tout ce qu'on boit, on le transpire instantanément pour réguler la température du corps, et du coup, il n'y a plus rien pour abreuver le corps, pour faire fonctionner les reins, etc. Ce qui fait que quand tu vas aux toilettes, t'as mal un petit peu, parce que c'est jaune, mais c'est jaune plus, quoi. On marche comme ça, paysage bien sympa quand même, et on arrive au refuge d'Ussiolu. On arrive au refuge d'Ussiolu, il est 13h, et là, on doit prendre une décision cruciale. Est-ce qu'on double ou pas l'étape ? Physiquement, ça fait 2 jours qu'on double pas, donc physiquement, on a la capacité de doubler. On est requinqué, ça va aller. Par contre, là, pour la première fois, il fait vraiment super chaud, comme on n'a jamais vécu la chaleur encore pour l'instant sur le GR. Donc, il y a beaucoup de gens qui doublent pas. Et en plus de ça, on sait que la portion du refuge d'Ussiolu jusqu'au refuge d'après, c'est une portion qui est sur les crêtes. Donc, il n'y a pas d'arbre pour se mettre à l'ombre, il n'y a rien. On va être en plein cagnard toute l'après-midi, quoi. On en parle, on ne sait pas quoi faire, on débat, etc. On a des amis qui nous disent que eux ne doublent pas parce que vraiment sortir sur les crêtes par cette chaleur-là, c'est vraiment se mettre en danger, etc. On est un peu d'accord avec eux, on ne sait pas quoi faire. Et puis finalement, après 40 minutes, on prend la décision de doubler quand même. Et là, on sait qu'on double, mais que par contre, ça va être en mode machine de guerre. Puisque, comme je l'ai dit, c'est une étape qui est entièrement sur les crêtes, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun arbre où on peut s'abriter. Et là, vraiment, du coup, ça va piquer un petit peu, quoi. Et donc, on repart comme ça, mode machine de guerre, étape super belle, puisqu'on passe d'un côté de la crête à l'autre, à un côté, à l'autre, etc. Et donc on arrive à la bergerie de Croci bien fatigué, comme d'habitude à chaque fois qu'on double les étapes. Et à la bergerie de Croci, on rigole 5 minutes, parce qu'en fait, moi j'ai une culture culinaire absolument catastrophique. Enfin, en fait, je prends pas trop de plaisir à manger, donc je mange tout le temps la même chose. Et là, à la bergerie de Croci, il n'y avait pas trop de choix sur les plats. Donc je me dis, je vais prendre une omelette. Je dis, j'ai jamais goûté, mais ça ne doit pas être mauvais. Et il y a une femme qui passe à côté et qui me dit elle a l'air super bon ton omelette, c'est une omelette à quoi? Et moi qui n'y connais vraiment rien sur la bouffe, je lui réponds dans le plus grand des calmes, je sais pas, c'est une omelette, c'est aux œufs normalement je crois. Et donc du coup, les gens rigolent un peu, j'ai toujours pas trop compris pourquoi ils rigolaient, mais je vous le dis, si ça vous fait rire, tant mieux. Et puis voilà, et on parle un petit peu avec cette femme-là et on voit qu'elle boite. Et en fait, la femme nous explique qu'elle marche depuis 2 jours avec une fracture de fatigue, mais qu'elle veut vraiment terminer, et que donc elle serre les dents toute la journée pour arriver au bout du GR. Et là on se dit que quand même, là il y a un mental quand même
terrible quoi. Pour marcher sur une fracture de fatigue, alors je sais pas quel os elle s'était cassé, mais pour marcher sur une fracture depuis 2 jours, faut que quand même avoir du mental de ouf quoi. Parce qu'elle boitait pas qu'un peu quoi. Et donc on est toujours avec Cochonou et on parle avec 2 gars. Alors il y a le père d'une tradeuse dans une grande banque suisse, etc. Et là on prend quand même conscience que les gens qui nous entourent sur le GR ont quand même tous plus ou moins des parcours assez exceptionnels. Que ce soit dans le sport ou dans la vie professionnelle, ils sont très humbles, ils s'en vantent pas. Mais alors vraiment, c'est quand même assez fou. Parce que depuis le début, on a rencontré une Française qui est diplomate pour représenter la France au Pakistan. On a rencontré une fille qui fait un doctorat sur le christianisme, fondamentalisme blanc, des ingénieurs en mécanique, en informatique, en statistique. On a rencontré un bodybuilder, un militaire. Au détour d'une conversation inopinée, on apprend que Cochonou était très 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 impliqué dans la musculation et qu'il avait atteint un très bon niveau. Et donc on dort et on part sur l'étape du lendemain. Et on arrive en haut d'un col où on voit le refuge d'Asino juste en dessous. Et une fois de plus, là c'est une descente bien raide, bien technique, comme dans le nord de la Corse. Et du coup, on manque de tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois et tout. Et moi, je me fais peur, parce qu'en fait, j'avais peur de tomber, de prendre mon pied entre 2 pierres, et du coup, de me casser la cheville. Et si j'avais peur de me casser la cheville, c'est pas par peur d'avoir mal, c'est simplement par peur de pas pouvoir finir le GR, et donc d'avoir fait tout ce qu'on a fait depuis le début pour rien. Et on arrive comme ça au refuge d'Asino, une fois de plus le midi, chaleur à crever, terrible. Et on prend la décision pour la 2e journée d'affilée de doubler l'étape. Et là, on nous avait prévenu, on nous avait dit, si vous passez pas par les aiguilles de Bavela, attention, ça va être interminable. Et une fois de plus, ça a été interminable. Une descente douce, certes, pas vilaine, mais très 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 longue, où comme il faisait très 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 chaud, on a dû boire un petit peu d'eau au fur et à mesure, et on avait beau essayer de gérer notre eau au maximum, de boire juste un petit peu d'eau, petite gorgée, au lieu de boire grosse gorgée, etc. On voyait notre stock d'eau descendre, et on se disait, mais quand est-ce qu'on arrive, quoi? Et on n'arrivait pas, et on descend comme ça, 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, je crois qu'on est même descendu 3 heures, et donc on descend comme ça, et à un moment donné, je demande, moi, le temps qui reste pour aller au col de Bavela à une personne qu'on croise et qui venait dans l'autre sens. Et la personne me dit « Ah, col de Bavela, c'est à 1h15. » Bon, allez les gars, 1h15, je regarde Cochonou, je regarde Olivier, je dis « Allez, 1h15, c'est parti, ça va le faire. » On croise un autre gars, le gars nous dit « Ah, col de Bavela, c'est à 1h30. » Bon, allez, c'est parti, on rigole plus, mais allez, c'est parti. De toute façon, on n'a pas le choix. On marche une demi-heure, et là, on recroise un autre gars. Il dit « Ah, col de Bavela, c'est à 2 heures. » Et là, on se dit « Mais non, mais c'est pas possible. Soit on s'est trompé de chemin, soit ça a un coup monté, il y a quelque chose, je sais pas. » Et on était bien sur le bon chemin, mais juste, on avait dû demander sûrement à un mec qui trailait un petit peu au début, et après un gars qui marchait vite, et après un gars qui marchait pas vite. Et donc, on finit de descendre. On rencontre un gars qui s'appelle Félix. La bise à toi, Félix, si tu passes par là. Et puis, on reprend une côte pour monter jusqu'au col de Bavela. Et là, vraiment, la chaleur, ça défonçait, quoi. C'était vraiment chaleur tournante thermostat 8, quoi. T'étais dans le four, quoi. Et en plus de ça, les pierres, ça te renvoyait la chaleur. Et on était tellement fatigués, etc., que c'était un peu... chacun y va à son rythme. Mais un peu chacun pour soi, quoi. Plus de on marche en groupe, etc. C'est vraiment débrouille-toi comme tu veux. Arrive en haut entier, c'est tout ce qu'on te demande, quoi, en tant que pote. Et là, tu dis que vraiment, là, t'es dans une zone où il faut pas que tu restes parce que sinon, tu cours au malaise, quoi. Donc, on opte un petit peu tous pour la stratégie du faut qu'on monte le plus rapidement possible, qu'on fasse pas de pause au soleil parce que de toute façon, si on fait une pause au soleil, c'est un truc à choper une insolation, à faire un malaise, etc. Et donc, il faut qu'on monte rapidement pour être à l'ombre le plus vite possible. Moi, je monte en premier. C'est très dur, mais ça va. J'arrive en haut, au col de Bavela. Il y a une petite forêt, une petite zone d'ombre. Je me jette là-dedans, allongé, et puis je ne bouge plus. Et là, vraiment, je me retourne et je me dis, ok, est-ce que Julien
et Olivier ça va bien derrière quoi, parce que je dis moi je suis monté vite pour atteindre le plus vite possible. J'imagine que c'est ce que eux ils voulaient aussi, mais physiquement peut-être qu'ils étaient moins bons à ce moment-là. Félix, le gars qui marchait avec nous, arrive. Cochonou arrive. Et là on attend Olivier, on attend 5 minutes, mais c'est 5 minutes qui sont très longues, puisqu'on se demande si ça va pour Olivier, s'il n'a pas eu de problème dans la côte, s'il n'a pas fait un malaise ou quoi que ce soit, parce qu'honnêtement ça aurait pu tous nous arriver. Et on voit à un moment donné Olivier débarquer. Et là, je me dis quand même que parmi tous les gens que j'aurais pu embarquer pour le GR, Olivier, c'est quand même quelqu'un avec un mental d'acier, quoi. Parce que le GR20, à la base, c'était pas son projet. C'était bien. Et Cochonou, quant à lui, il avait déjà testé de faire le GR20 une année avant, et il avait échoué. Donc, vraiment, pour lui comme pour moi, Cochonou, le GR20, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment réussir et qu'on voulait depuis très longtemps, quoi. Mais Olivier, c'est un ami que j'ai un peu embarqué dans ce projet-là parce qu'il aime bien les défis. Et donc, le voir résister comme ça, donner tout ce qu'il a, tout ça, vraiment, je me dis que s'il y avait un gars aujourd'hui que je reprendrais pour faire une aventure, un truc de taré, etc., s'il y a un gars qui a du mental que je connais aujourd'hui, c'est bien lui, quoi. On arrive au col de Bavela. Col de Bavela, il y a plein de touristes, etc. Alors au début, on marche sur la route n'importe comment, puis après, on se souvient qu'il y a quand même des voitures qui peuvent passer, etc. On a un peu perdu l'habitude. On se prend un gros coca, une bonne glace, etc. Et là, on voit les touristes, et les touristes, il y a deux types de regards. Il y a un type de regard de « Waouh, vache, c'est des mecs qui viennent du GR20, ça, ils sont sur la fin. C'est des machines de guerre, ils marchent comme ça et tout, ils dorment en tente, waouh !» Et on sent dans le regard des touristes un autre type de regard qui est « Waouh, mais ils puent, eux, qu'est-ce qu'ils sont faits, mais ils sont malades pour faire ça, là. Ça rime à quoi en plus, là? Prenez-vous un hôtel, les gars !» Parce qu'on savait qu'on puait comme c'était pas permis, de toute façon on transpirait partout, enfin voilà. Et donc on repart du col de Bavela, on marche et on arrive à notre dernier refuge avant la fin du GR. Et à ce refuge-là, on se dit, ok, si on arrive à Konka, donc à l'arrivée avant 9h30 du matin, c'est-à-dire avant l'heure où on est parti le premier jour, on l'aura fait en 9 jours horaires, donc en moins de 10 jours. Et nous, depuis le début avec Olivier, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de faire en moins de 10 jours. Donc on se dit que le dernier effort qu'on peut faire pour honorer notre pari, c'est de se lever très tôt le lendemain pour vraiment arriver avant 9h30 et du coup dire on l'a fait en moins de 10 jours horaires, même si en réalité on a fait 11 étapes. Et donc du coup on prend la décision de se lever à 4h du matin. Et étonnamment, à 3h57 du matin, soit 3 minutes avant le réveil, poc 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 poc, on entend taper sur la tente et là c'est Cochonou. Du coup on ouvre la tente, etc. Et puis on lui dit, mais il dit waouh, on a mis le réveil à 4h du matin, et toi t'étais réveillé avant. Et Cochonou nous dira ensuite qu'en fait, il était tellement impatient d'arriver que la dernière nuit, il n'a pas dormi de la nuit tellement il était pressé d'arriver, quoi. Donc du coup, 3h57, on remballe la tente et tout le machin, les sacs de couchage, et on se taille à la lampe frontale, on marche, etc. Et donc on marche comme ça dans la nuit au départ, et vraiment, dès qu'il commence à faire jour, on se met un petit peu à courir, tellement on est pressé d'arriver, quoi. On croise les gens qui commencent le GR dans l'autre sens, alors ils nous félicitent, et puis nous on court, on dit « Ah, merci » et tout. On court comme ça, on repense un petit peu aux joies, à tout ce qu'on a vécu, aux galères, etc., aux trous dans la tente, à la bactérie, à Petra Piana, à l'orage, à la fatigue, à la canicule, à tout. Et vraiment, c'est les derniers efforts de... Et vraiment, là, moi, je me dis à ce moment-là que finalement, la plus grande source du bonheur dans le GR,
c'est peut-être pas l'arrivée en fait. C'est toutes les personnes qu'on a rencontrées au chemin qui nous ont sorti des blagues et qui ont réussi à nous faire rire dans les pires moments. Les gens avec qui on s'est soudés comme jamais dans l'effort, alors qu'il y a une semaine on se connaissait encore pas quoi. Et ça, peut-être finalement ce qu'on retiendra le plus de cette aventure.